combinaison. Comme on est au début du mois de juin, il y a les dernières neiges qui sont en train de fondre et l'eau est encore relativement fraîche. Donc on a gardé une veste de 6 en haut et on est passé au pantalon de 5. Et d'ici un mois, on passera à tout en 5. A savoir qu'on ne pêche jamais, même en été, avec une combi qui est moindre que 5. Parce que dès qu'on dépasse 20 mètres, il y a la thermocline, c'est-à-dire différence d'eau, une couche d'eau très froide. Donc en pêchant relativement profond pendant plusieurs heures, on a très vite froid. Donc même en été, ce sera 5 mm en haut et en bas. Donc le gros avantage de l'été, c'est qu'on peut s'équiper en mer. Ça fait partie intégrante de la pêche pour nous. C'est le plaisir d'être entre copains, comme ça, le soleil se lève, la mer est belle. Et voilà, chose qu'on ne peut pas faire l'hiver parce qu'évidemment, avec la perte de chaleur occasionnée par la lutte contre le froid, il est préférable l'hiver de s'équiper à la maison, sous la douche, et de descendre équipé. On est encore qu'au début du mois de juin, on ne peut pas vraiment dire que la saison d'été soit arrivée. Parce que l'eau est assez sale, et elle est encore relativement fraîche, comme je disais tout à l'heure. Du coup, les prédateurs ne sont pas vraiment là, ou quand ils sont là, en parlant des dentis par exemple, ils n'ont pas le comportement qu'ils auront bientôt, à savoir chasseurs véritablement. Donc on n'arrive pas à les faire venir à l'agachon, c'est très rare. C'est un petit peu la période de transition qui n'est pas très bonne pour... Donc la majorité de nos prises en ce moment sont essentiellement tournées vers les chapons, les sards et un petit peu les dorades qui commencent aussi à rentrer en cette saison sur la Côte d'Azur. Donc il est vrai que même si il nous arrive sur certaines pêches de prendre quelques dentiers, c'est pas encore l'essentiel de nos pêches. Parce que comme l'a souligné Philippe tout à l'heure, le comportement du poisson n'est pas encore un véritable comportement d'été. Et donc de ce fait, il est difficile de le prendre à l'agachon. L'été, la pêche, elle se fait essentiellement le matin très tôt. Et aussi le soir aux alentours de 7h, 7h30, parce que tous les gros prédateurs rentrent le soir pour manger. Donc voilà, essentiellement pour l'agachon, ça se fera le matin très tôt et le soir tard. Par contre, en revanche, pour tout le reste de la journée, on peut pêcher à trou et on peut pêcher à la coulée. C'est une zone qui est assez riche en poissons, donc on va sûrement prendre quelques beaux poissons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va commencer à pêcher sur des secs un petit peu en larguée de cette balise, en commençant par quelques agachons. Puis après, on va rentrer dans quelques rags à trous pour essayer de trouver un peu des sards et du chapon. Donc on va voir si on a la chance de tomber sur quelques dentis. Peut-être on arrivera à les prendre aujourd'hui. Ça, c'est la pêche et on va voir ce qui va se passer. Ce qu'on va faire ensuite, on va commencer par pêcher, donc, comme vient de le dire Luc ici. Et ensuite, je pense qu'on passera à l'abri du courant côté Batéguier, côté ouest, c'est-à-dire le côté ouest de la deuxième île de Lérins, Sainte-Marguerite. Parce qu'en général, quand l'eau est sale, et là elle est déjà pas très claire ici, en général elle reste un peu plus claire là-bas. Donc peut-être qu'il y aura plus de facilité pour pêcher de ce côté-là. Voilà. Donc si aujourd'hui on a décidé de faire un film de chasse sous-marine, ça ne s'adresse pas uniquement aux chasseurs aguerris, parce que c'est vrai que vous allez voir des images de pêche sous-marine filmées à 30 mètres de fond et peut-être même plus. Ça s'adresse également aussi aux débutants, parce qu'il faut savoir que l'été, et principalement l'été, le débutant peut prendre des très gros poissons dans pas beaucoup d'eau, s'il vient pêcher très tôt le matin ou tard le soir. Parce que les gros prédateurs peuvent évoluer dans 3-4 mètres d'eau très tôt le matin ou tard le soir. Donc pour ceux qui ont le courage de se lever de bonne heure, ou pour les lève-tard d'aller tard le soir, ben voilà, il y a l'occasion de taper des très gros poissons, on vous en fera la démonstration dans cette cassette. Bon. Pensez bien, on le répétera jamais assez souvent pour votre sécurité, ne vous plombez pas trop. Il est plus important de forcer à la descente que de forcer à la remontée. Pêchez toujours en sécurité avec un équipier et surtout si vous vous plombez pas trop, vous pourrez toujours remonter dans de bonnes conditions. Le 110, je vais prendre le 110 pour agachonner. Ouais. Tiens.
Je me positionne dans l'eau, je t'attends Philippe. Hein. Ça marche. J'arrive. Un petit accessoire qui est intéressant d'avoir l'été quand on pêche un peu plus profond, c'est le moulinet de ceinture. Ça vous permettra, si vous avez le 75 sans le moulinet et que vous tirez un gros poisson, de pouvoir le crocheter en remontant. Et également, ça vous permettra de baliser. Il y a un truc que je fais, regardez. Pour baliser, si vous trouvez un coin que vous ne connaissiez pas, j'ai un petit plomb là qui s'enlève de la ceinture. Regardez. Je fais ça. Tac. Quand je suis au fond, bien sûr. Hein. Je crochette ça. Et avec ça, je balise et je remonte. Et ça me fait mon balisage. S'il y a de l'eau sale et du courant, c'est un super accessoire. Ah, Bossard. Un kilo de vers nous. Ouais, il est magnifique. Bien joué. Donc après un long agachon sur le lieu dit l'enfer de Dante, posé par 22 mètres de fond sur les gros blocs en bas de ce tombant, on a pu prendre ce Bossard commun, un Bossard d'Antibes. Et c'est un poste très prisé des chasseurs sous-marins. Sur ces blocs, on peut régulièrement voir de gros dentis et de grosses concentrations de sards. Et ils viennent bien là, ces sards à l'agachon ou quoi? Ils viennent relativement bien à l'agachon quand ils sont avec les dentis. Par contre, quand ils sont tout seuls, il faut faire de longues apnées. Donc soyez prudents et surtout, il faut bien pêcher à deux. Voilà. Parce que ça demande de gros agachons et de gros agachons relativement profonds à partir de 22-23 mètres de fond. Ah ouais, quand même, ouais. Voilà, il y a quand même de l'eau. C'est pas une pêche, c'est pas une pêche facile. Et c'est surtout une pêche qui doit se faire en entière sécurité avec son équipier. Voilà. Tiens. Alors tu vois là on a fait une pierre qui est isolée dans l'algue. C'est une pierre de madréport. Tous les ans, à deux périodes, début novembre et fin mai, début juin, il y a les corbes qui se regroupent pour frayer. On les fait qu'à ce moment-là de l'année. Et en général, on tombe sur des beaux poissons. Tu vois, ça c'est un poisson d'1 kilo, 1 kg 100 à peu près. Voilà, des fois, et quand il y en a, en général, il y en a 4 ou 5. On en prend un dehors, des fois un à l'intérieur, et ensuite les autres disparaissent. Et c'est un poisson très 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 méfiant et très difficile à prendre une fois qu'ils ont été effrayés une première fois. Voilà, donc là la journée qui commence bien. Donc en fait, quand je suis descendu, j'ai vu 2-3 sards se regrouper près de la rague. Je suis descendu à la coulée tout doucement, j'ai tendu le bras. Et là, hop, ils se sont retournés, ils sont venus doucement vers moi, j'ai tendu le fusil et plaf, j'ai aligné un tir. Et Philippe juste derrière a clos le corbe. Voilà, il faut toujours être méfiant et commencer par faire le tour d'une rague avant d'aller directement dedans. Souvent le poisson se tient dehors et par la suite il se met à rentrer. Voilà.
deuxième barracuda. Là vous avez bien vu qu'il y avait un banc assez fabuleux, mais aucun gros individu. J'ai attendu un maximum et puis quand il commençait à repartir, j'ai tiré celui-là un petit peu. Je l'ai un petit peu mal tiré parce que je l'ai tiré comme ça sans vraiment aligner. Enfin ça reste un joli poisson quand même. Donc voilà, avant de commencer cette cassette, on tenait à vous parler de choses qui sont relativement importantes dans la chasse d'aujourd'hui, parce qu'il faut savoir un peu évoluer avec son temps. Donc maintenant, on a la chance d'avoir une instrumentalisation électronique absolument fantastique et qu'il faut apprendre à utiliser. Et le pêcheur d'aujourd'hui est obligé de connaître et de savoir utiliser cette électronique afin de pouvoir optimiser ses parties de pêche. Donc là, comme vous voyez, on arrive sur une remontée. Donc on est sur un fond d'à peu près 31 mètres. Et là vous allez voir le découpage qui va se faire au niveau du fond. Vous allez tout de suite voir un petit peu la qualité de la roche. Donc regardez, 27, 30, c'est ce qu'on appelle la première qualité de marche. Donc vous voyez, on a pris une très grosse cassure. Ensuite 25, 26. Regardez, vous voyez l'évolution de la courbe sur le sondeur qui est en train de grandir. Et petit à petit, on va être amené sur une vingtaine de mètres où on va ancrer le bateau pour pouvoir commencer la partie de pêche. Voilà. Là on voit bien que c'est de la roche. Hein. Le fond est très épais. C'est épais comme ça. Je voulais préciser une petite chose par rapport à l'électronique ou à la prise d'amer. C'est bien d'avoir une excellente électronique, hein, c'est indispensable. Ceci dit, il faut quand même savoir encore et toujours prendre des amers. Donc plusieurs choses à savoir. Déjà évidemment, prendre des amers fixes. Pas se tromper en prenant un mât de bateau dans un port, en prenant une grue, parce qu'une fois que la construction sera finie, la grue ne sera plus là. Donc faire bien attention à ça. Ensuite, deux choses très importantes, vous devez prendre deux amers. Il n'y a pas besoin d'en prendre 50. Par contre, les deux doivent être, à mon avis, à 90 degrés. À savoir, un devant vous et un ou à droite ou à gauche. Un qui vous permettra de vous donner le positionnement au niveau de la distance de la côte, et l'autre qui vous affinera au niveau de la précision de l'endroit exact. Et est-ce qu'un amer bien pris te donne une position à combien de mètres près? À 10 mm. Au mètre près. Voilà, au mètre près. Voilà. Quand on a bien pris un amer, une pierre isolée dans 10 km d'algues, si vous avez pris des bons amers, vous vous mettez pile dessus, sans aucun problème. Donc là on va commencer par un coin qu'on appelle les marches avec Luc, parce que c'est une succession de plateaux algueux qui sont relativement déclinés en escalier, si on peut dire, avec des trouées sur le dessus, où il arrive souvent qu'il y ait des sards et des cordes. Donc là, vous voyez, pour illustrer ce que je venais de dire, ça c'est ce que j'appelle le cahier d'amer. Donc vous voyez, chaque coin est soigneusement répertorié, chaque feuille est plastifiée, étanche, et elle-même mise à l'intérieur d'un cahier plastique. Donc vous voyez ce que j'ai illustré tout à l'heure. Là on a un château d'eau qu'on va aligner dans un immeuble caractéristique en bas. Et à 90 degrés, vous avez là un petit éton très facile à reconnaître dans la région, aligné dans le fort de Sainte-Marguerite. Pour vous donner un petit peu l'illustration de ce que je disais tout à l'heure. Donc là, on va se rendre sur le coin. C'est bon, là on est sur le coin. Tu peux ancrer, Lucky, vas-y. C'est bon, il y a 16 mètres. On est juste avant la cassure. Ne jetez jamais l'ancre par-dessus bord. L'ancre, elle doit glisser, elle doit se poser doucement sur le fond pour ne pas effrayer le poisson. Si vous jetez l'ancre, le coin, c'est fini, vous ne prendrez plus ce poisson. Et je contrôle systématiquement la descente de la corde pour pas justement qu'elle aille heurter le fond violemment. Il faut toujours aussi systématiquement que vous pensez bien à quelque chose. Il faut prendre en compte le courant et le vent. Quand vous avez un coin comme ça qui se trouve devant nous, il faut toujours ancrer derrière, parce qu'avec votre bateau,
la corde va être tendue et comme ça vous êtes placé en amont du coin et quand vous allez remonter avec le courant, vous allez pouvoir pêcher sans que le poisson vous ait vu. Si vous ancrez devant votre coin, le bateau va se positionner au-dessus, ça va créer une ambiance que le poisson va sentir tout de suite et il n'aura pas le même comportement au niveau de la chasse. Donc il faut bien toujours ancrer derrière vos coins pour placer le bateau afin que vous ne dérangiez pas le poisson au moment de la pêche. Voilà. Alors, avant la mise à l'eau, des petits détails très importants concernant la sécurité. Le tout premier d'entre eux, déjà, le pavillon alpha. Luc est en train de le mettre. Donc là, on a mis les deux. Ça, c'est le signe français et ça, c'est le signe international. Donc, prenez un pavillon qui soit grand et qu'on voit bien et de loin. Parce que la plupart des gens qui sont sur la Côte d'Azur l'été sont des étrangers qui souvent n'ont même pas le permis. Et même avec ça, des fois, les gens nous passent à 10 mètres de nous. Mais bon, au moins déjà, on est en règle. Et puis heureusement, certains quand même connaissent ces signes. Deuxième chose, la bouée. Alors au niveau de la bouée, nous on utilise plusieurs bouées. Là, Luc est en train de préparer celle qu'on va tenir avec nous. Donc il y a un grappin en bout. Montre le grappin peut-être, Luc. Voilà, ça c'est un grappin qu'on a ramené de Saint-Malo, spécial courant, et celui-là il ne décroche pas. Voilà, donc ça c'est, on a pris pas mal de fils, de manière à pouvoir ancrer relativement profond. Hein. Et ça c'est la bouée qu'on va tirer derrière nous. Alors pourquoi on tire une bouée? D'une part, pour nous signaler des bateaux qui vont nous passer pas loin. J'arrête pas de parler des bateaux parce qu'on est dans une région évidemment où il y a beaucoup de trafic maritime et surtout l'été. Donc ça devient une nécessité. Donc cette bouée va non seulement nous signaler, donc prenez une bouée qui soit relativement grosse et qui se voit de loin. Et encore et aussi et surtout, elle va nous permettre de nous ancrer successivement sur les différents coins ou points de chasse où on va aller. Alors il y a un élément du matériel qu'on a rajouté cette année à la suite de nombreux incidents ou accidents dont on a été les témoins, heureusement pas encore victimes mais les témoins, à savoir les accidents de décompression et donc le kit d'oxygénothérapie. On s'est rendu compte qu'avec les années passant et les profondeurs augmentant, les chasseurs chassant de plus en plus profond ont tendance à avoir les mêmes pathologies que des plongeurs bouteilles, à savoir qu'ils finissent par accumuler de l'azote à force de plonger profond avec un rythme élevé et donc à être soumis à un type d'accident de décompression après la plongée ou pendant la plongée. Ce qui peut entraîner soit des lésions au niveau de la moelle épinière, soit du cerveau, enfin des trucs très graves. On va très rapidement vous faire une petite présentation du matériel. Les gestes que vous allez voir n'ont pas du tout l'objectif de vous former au secourisme, mais simplement de vous montrer qu'on peut utiliser un matériel à tout moment sur un bateau et ça peut sauver une vie, surtout dans un accident de décompression. Donc voilà, dans le sac que nous avons là, qui est en permanence posé dans le bateau, j'ai donc une bouteille d'oxygène. Tiens, là Philippe. Un manot détendeur qu'on va raccorder sur la bouteille et un masque comme ceci, haute concentration en oxygène, donc que je vais déposer sur Philippe qui va me servir de victime pour vous montrer simplement le geste à faire. C'est un geste tout simple que n'importe qui peut faire à tout moment et ça peut vraiment pallier à un très grave accident de décompression. Juste une petite précision, on a parlé d'accident de décompression, même en cas d'une grosse syncope, en récupération de l'oxygène ça fait jamais de mal. Donc tout le monde a entendu parler des syncopes, peut-être plus que des accidents de décompression encore. Donc ça peut là aussi avoir un rôle très important. Voilà, donc là je viens de brancher tout simplement le manot détendeur. Une fois que c'est branché, il suffit d'ouvrir la bouteille. Voilà. Ici, on peut lire 180 bars, donc c'est la pression en oxygène qu'il y a dans ma bouteille. Je pose ma bouteille comme ceci. Au cas où Philippe vient de faire un... Non, c'est pas nécessaire. Si Philippe par exemple venait à faire une grosse syncope ou avait des avertissements de fourmillement ou quoi que ce soit, voilà, il suffit de poser le masque comme ceci
d'ouvrir votre mano détendeur. Et voilà. Et de le régler sur 15 litres minute. Vous le mettez là en attendant les secours si c'est un accident. Et s'il ne s'agit pas d'un accident mais d'une grosse syncope, vous pouvez lui faire respirer ceci pendant une dizaine de minutes. Ça peut faire de mal à personne. Par contre, évidemment, en cas d'accident ou de grosse syncope, à partir du moment où vous faites respirer de l'oxygène pur à quelqu'un, il ne s'agit évidemment pas de replonger à aucun moment derrière. Voilà. Ça, c'est une mesure de sécurité. Vous arrêtez la partie de pêche et ensuite vous consultez un médecin. Voilà. Et voilà Michel, la journée commence bien. Au bout de la deuxième apnée, ce joli denti. Donc comme Philippe l'a illustré tout à l'heure, on pensait prendre une option de pêche sur le cap d'Antibes dans relativement peu d'eau, dans 10 mètres, 12 mètres de fond, en faisant des agachants dans l'eau sale. Et voilà, le poisson est au rendez-vous et la journée commence bien. Voilà, un beau poisson. Ils viennent bien les petits dentis comme ça à l'agachon, ça vient bien. Hein? Ouais. Ça dépend des jours, tu vois, la saison vient de commencer là maintenant. La saison vient véritablement de commencer et le poisson vient de changer de comportement. Il commence à avoir un comportement d'été et à partir du moment où il a le comportement d'été, le dentier est un poisson qui vient bien quand on est sur le bon poste. Voilà, c'est un poisson qui s'approche à 1 mètre de la flèche, donc c'est un tir relativement facile. Là j'ai tiré dans la colonne et donc il n'y a pas de difficulté, surtout sur des petits poissons comme ça, il n'y a pas de difficulté. C'est un poisson qui peut tout à fait s'adresser aux débutants. Du denti pour les débutants. C'est exactement ça, c'est du denti pour le débutant. Voilà. Tu vas donner de l'espoir à pas mal de pêcheurs là. Ben, j'espère leur en donner parce que la preuve en est faite. En faisant un agachon dans 7 mètres de fond, vous pouvez voir le beau denti qui a été pris.
fait, il y a un filet à 70-80 mètres derrière nous, en amont du tombant. Ouais. Donc on a pensé que peut-être ça allait faire un petit peu peur aux poissons, mais finalement, sur le tombant même, les prédateurs sont là. Et la preuve en est avec la prise de ce joli petit dentier. Normalement, c'est des bancs par ici ou parce que celui-là était solitaire, non? Ouais, en général, ce sont plutôt des bancs. Mais là, il est venu tout seul et il est toujours plus facile de tirer un poisson solitaire que lors d'un banc. Parce que le problème avec les bancs, c'est que le moindre poisson qui est effrayé au sein du banc, et immédiatement le banc se détourne et c'est plus difficile de prendre un poisson. Alors que quand c'est des solitaires, ou ils viennent pas. Là, t'as fait le tir parfait, là. Voilà, là il est mort, il est séché net. Voilà. Bien joué. Je suis sûr qu'un de 7 kilos, si tu le tires comme ça, je suis sûr que tu le touches pareil. Ça va faire une très belle prise de vue, ça, Michel. Ah ouais, qu'il est beau. Sympa pour démarrer la journée, ça, quand même. Hein. Ouais, c'est une belle prise pour démarrer la journée. Un joli denti. Et ma foi, un bon petit repas pour ce soir. Un élément très important sur lequel on n'a pas encore parlé. Pour les pêches en été, il est impératif d'avoir une très bonne glacière à bord du bateau. Sinon, même dans des journées début estivales comme celle-ci, votre poisson, si vous pêchez pendant 4 ou 5 heures, au bout d'un moment, il aura tourné. Donc il faut que vous ayez une bonne glacière avec... on utilise des bouteilles d'eau glacée. Et le poisson, comme ça, il reste frais toute la journée. Voilà. N'hésitez pas surtout à utiliser un grand fusil. Plus vous aurez un grand fusil, plus vous tirerez loin. Et de ce fait, certainement, les jours où il vous manquera un mètre, ben, vous pourrez tenter de lâcher un tir et peut-être prendre un poisson. Et visiblement aujourd'hui, les choses sont un petit peu difficiles. Comme vous avez dû le remarquer à l'image, l'eau s'est salie par rapport au jour précédent. La thermocline est redescendue et les coins qu'on a fait juste avant, le poisson n'y est plus. Donc je suis obligé de me rabattre sur des endroits un peu moins profonds. Là il doit y avoir 17 mètres, 16-17 mètres. Les poissons sont un peu moins gros, mais bon, si on fait plusieurs coins, il y a peut-être une chance d'en faire quelques-uns comme ça. Voilà, il y avait un banc de très gros sards sur la droite, mais j'ai voulu me focaliser sur les dentis. Voilà, on va essayer d'en prendre d'autres. Alors là, c'est quoi la première apnée, Philippe?
Là, on va sur un sec qui s'appelle la Fouillée, qui est assez connu, fréquenté par pas mal de plongeurs en bouteille. Mais comme on est très tôt là, on devrait y être avant eux et peut-être des barracudas. Un matin tôt, comme ça, pas mal de prédateurs dans pas trop d'eau. C'est un sec qui remonte à moins 10 mètres à peu près, qui cale sur 40. Très très beau et assez étendu. Les liches sont là. L'avantage du matin, c'est qu'on peut vraiment faire de gros poissons dans pas d'eau. C'est pour ça que j'ai posé un baudrier dans mon dos. Parce que là, pendant plus d'une demi-heure, on va agachonner entre 3 et maximum 7 mètres. En espérant pouvoir rencontrer ou une liche, ou un gros barracuda, ou peut-être même un denti. Mais par contre, c'est très important de venir pour bonne heure. Tu n'oublieras pas de la déclencher, Lucky. Ah ouais, ouais. Je voulais faire une petite précision quant à la technique particulière pour les barracudas. Ça n'est pas un poisson qui est particulièrement difficile à tirer parce qu'en général, quand il vient assez près. Par contre, il y a deux choses à savoir. D'une part, ce n'est pas un poisson que vous pourrez attirer, comme le denti, par différents stratagèmes. Donc, par conséquent, il faudra forcément que vous connaissiez les postes exacts où vous postez et donc que vous soyez sur sa trajectoire de chasse. Vous ne pourrez pas l'attirer. Et la deuxième chose, savoir aussi que le barracuda est un poisson qui ne vient qu'au bout de plusieurs secondes d'agachon propre au fond. En général, une fois que vous vous êtes posé, il faut bien 40 secondes, voire une minute avant qu'ils apparaissent. Mais par contre, après, une fois qu'ils viennent, ils viennent vraiment très près.
Voilà. Ça, c'est du beau barracuda. Alors tu vois, il est venu relativement bien, mais j'ai hélas pas réussi à toucher la colonne vertébrale. Et du coup, il nous a pris un petit peu de fil. Bon, il est quand même relativement bien tiré, mais bon. Voilà, ça fait partie déjà des gros individus. C'est un beau poisson ça, Philippe. Combien ça pèse un poisson comme ça? Celui-là, il doit faire dans les 4 kilos. D'accord. Tu as vu comme il est bienvenu à la Gachon? Ah, c'était magnifique. Quand on va regarder ça à la caméra, ça c'est du gros barra, tu vois. Gros barra au lever du jour. Super. Le poste où on s'est mis là, très souvent, t'as des niches ou des barres qui arrivent par là-bas. Par contre, en général, il faut attendre un peu. T'as vu, ils sont arrivés au bout de quand même de peut-être 1 minute qu'on était en bas. Par contre, une fois qu'ils viennent bien. T'as vu, j'ai eu de la chance, j'ai pu choisir le plus gros quasiment. Je pense que quand on va regarder ça à la caméra, on va s'éclater. Ça fait plaisir, hein. Très beau poisson.
Ouais, c'est extraordinaire. On se croirait presque à Dakar. Hein. Il est magnifique. Philippe, il y a longtemps qu'il y a des barracudas en Méditerranée. Bah écoute, ça fait 10 ans que j'ai commencé la pêche et je trouve qu'il y a une augmentation du nombre de barracudas quand même. À l'époque, il y en avait, mais ils étaient moins gros et en moins grande quantité. Je me rappelle dans les années 93, 94, 95. Bon, peut-être que je fréquentais moins les beaux endroits aussi, mais non, je pense qu'il y en a quand même plus qu'avant. C'est un peu comme les dentis, quoique non, les dentis c'est un petit peu régressé, mais c'est vrai que les barras c'est en augmentation. Mais les barras chez nous c'est gros boom au mois de juin. Alors là il y en a partout et dans pas beaucoup d'eau, ils sont en train de frayer. Et ensuite par contre, bon là on est au mois de juillet, on est le 17 ou 18 juillet. C'est quand même, ça devient plus rare d'en voir. Mais bon là c'était un banc magnifique. Hein. Banc magnifique et puis j'ai eu du bol, j'ai pu prendre le plus gros. Quand on regarde la dentition, j'étais à Dakar il y a 3 ou 4 ans. Ça n'a pas grand chose, enfin si quand même, mais bon. C'est quand même une dentition qui commence à être relativement impressionnante. Hein. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec quand même les barracudas africains. Enfin c'est quand même un sacré prédateur. C'est clair. Voilà. Celui-là il mangera quelques bogues en moins. Une belle prise. Hop là. On vous a présenté dans cette cassette les bases des techniques qu'on pratique chez nous. J'espère que ça vous a plu. Et avec Luc, on vous prépare quelque chose? On vous prépare une seconde cassette dans laquelle vous verrez beaucoup plus de poissons, notamment des gros spécimens, et surtout un panel plus étendu de pêche qu'on pratique régulièrement avec Philippe sur la Côte d'Azur.